Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, les étudiants dénoncent la politisation de leur mouvement de grève. Face aux autorités, ils continuent de demander l'ouverture d'un véritable dialogue sur l'octroi des bourses d'études. Plus de pouvoir pour mieux protéger et préserver l'Égypte, ce sont les mots du président Abdel Fattah al-Sisi qui a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Cette décision qui fait suite aux attaques terroristes des églises coptes du dimanche 9 avril suscite la polémique dans le pays. Et puis le Kenya fait face à une invasion d'insectes ravageurs dans ses champs de maïs. Les chenilles légionnaires menacent notamment les activités agricoles dans l'ouest du pays. Mais tout d'abord, le Mali a un nouveau gouvernement nommé le 8 avril. Abdoulaye Idrissa Maïga a dévoilé ce mardi 11 avril la liste de son gouvernement composé de 35 ministres dont 7 femmes. La nouvelle équipe n'a pas intégré la coordination des mouvements de l'Azawad et ne compte pas de grands changements concernant les ministères dits de souveraineté. Au Burundi, le bras de fer entre le gouvernement et les étudiants se durcit. Ces derniers protestent contre le projet de modification du système des bourses. Et face à la répression des autorités, ils ont décidé d'unir leurs forces et demander au gouvernement de cesser de politiser leurs doléances. Un sujet de la rédaction. Les revendications n'ont rien de politique. C'est la réponse des étudiants burundais à leurs dirigeants. En bras de fer depuis des semaines avec les autorités, suite au décret du président Pierre Nkurunziza de transformation de la bourse scolaire en prêt remboursable après les études. Face aux accusations de manipulation, le collectif des universités publiques de Burundi répond au gouvernement. Nous, représentants des étudiants des universités publiques, nous inscrivons en faux contre la politisation de nos doléances car les activités académiques se déroulaient normalement avant la sortie de ce décret. Aussi l'implication des institutions de sécurité dans l'affaire de l'éducation qui s'adonne à intimider, chasser, incarcérer et désorienter les étudiants. Cette situation n'est pas nouvelle au Burundi. En effet, le gouvernement du président Pierre Nkurunziza avait déjà tenté de réformer le système de l'octroi des bourses, des tentatives qui ont toujours été vaines face à la forte mobilisation estudiantine. Le gouvernement du Burundi le fait aujourd'hui parce que d'abord il s'agit d'une volonté du peuple. C'est la volonté qui ressort des États généraux de l'éducation où tous les intervenants dans le secteur de l'éducation, entendez par ici les parents, les étudiants, les enseignants, les partenaires économiques et financiers, se sont réunis et ils ont émis des recommandations. Le gouvernement est en train de mettre à exécution, de mettre en application, de mettre en œuvre ces recommandations qui ressortent des États généraux. Depuis ce lundi 10 avril, ce sont près de 18 000 étudiants qui se sont réunis autour d'un mouvement unique. Ils espèrent, à travers ce rassemblement, faire face à une pression qui ne cesse de croître et exiger l'ouverture d'un véritable dialogue avec le gouvernement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois en Égypte. Cette décision qui intervient après les attaques de dimanche 9 avril de 2 églises coptes et vise à protéger le pays n'est pas appréciée de tous. Siam le Victoria Sedji. En Égypte, la polémique sur les dispositifs sécuritaires après le double attentat contre les églises coptes se fait vive. L'instauration d'un état d'urgence de 3 mois par le président Abdel Fattah al-Sisi vise à assurer la quiétude au sein des populations. Les attentats contre ces églises dimanche 9 avril ont coûté la vie à pas moins de 44 personnes et blessé 120 autres. Dans de tels cas, un état d'urgence de 3 mois est acceptable pour combattre les terroristes et maîtriser la situation. Pour les terroristes trouvés devrait être traduit en justice. Mais cette disposition ne fait pas l'unanimité. D'autres la jugent trop restrictive et inopportune. Pour eux, cet état d'urgence à long terme est nuisible pour l'économie égyptienne. Personne ne peut dire que la guerre de l'Égypte contre les terroristes est facile. Ce n'est pas une guerre que vous pouvez gagner en un seul combat. C'est une guerre spéciale. Les terroristes font la guérilla, ils ont de solides équipements et ils ont l'aide des forces extérieures. L'élimination de l'état d'urgence permettra de réduire l'aide étrangère aux groupes terroristes domestiques et éliminer leurs activités dans le pays. Depuis la révolution égyptienne en 2011 et le départ d'Hosni Moubarak, l'Égypte est régulièrement la cible d'attaques terroristes. Les efforts du gouvernement depuis le dernier attentat fin 2016 visant une église copte ont conduit à l'adoption de certaines mesures critiquées. Il s'agit de la mise en place de bandes d'isolement, de la promulgation de nouvelles lois antiterroristes ainsi que la création de troupes d'intervention rapide.
Le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement est fixé au 27 avril. L'annonce a été faite ce 10 avril par la Haute Cour de justice. L'ex-chef d'État qui vit en exil en Côte d'Ivoire et les ministres de son dernier gouvernement sont notamment poursuivis pour complicité d'homicide. Précision, Birama Saonera. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré et ses co-accusés seront fixés sur leur sort le 27 avril 2017. Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ils seront jugés par la Haute Cour de justice du Burkina Faso. C'est la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui va abriter ces procès tant attendus par les Burkinabés. Depuis l'insurrection populaire, ça fait déjà 3 ans que les Burkinabés sont dans l'attente de ce procès. L'accusation a pris fondement d'un décret qui a été pris en Conseil des ministres et qui réquisitionnait les forces armées et même leur demandait de pouvoir faire usage de leurs armes à feu. Donc vous comprenez que le Burkina post-insurrectionnel attend véritablement beaucoup de la justice. Donc c'est un procès, j'allais dire même historique et qui est très attendu. Ce procès se tiendra en l'absence de Blaise Compaoré, accusé principal, car l'ex-président du Faso se trouve en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute, où il a même obtenu la nationalité ivoirienne. Il y a la possibilité de demander l'extradition, il y a le jugement par contumace qui peut aussi intervenir et après la décision, s'il y a éventuellement des sanctions qui sont prononcées contre l'ex-président, la justice connaît aussi des procédures pour pouvoir appliquer les sanctions, même quand l'intéressé n'est pas sur le territoire national. Donc c'est une autre paire de manches, en réalité, le fait que l'ex-président se trouve en dehors du pays. L'insurrection populaire d'octobre 2014 avait fait au total 33 morts et une centaine de blessés. Ainsi, cette affaire incrimine l'ex-président burkinabé et les ministres de son dernier gouvernement dirigé par Luc Adolphe Tchao. Ces derniers sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. La plupart des ministres ont été inculpés mais bénéficient aujourd'hui d'une liberté provisoire avec interdiction de quitter le pays. Au Kenya, des insectes ravageurs mettent en péril les récoltes des champs de maïs. La menace viendrait des chenilles légionnaires déjà présentes dans 6 pays d'Afrique. Face à cette situation, le gouvernement et les agriculteurs cherchent des solutions afin d'éviter le pire au moment où le pays connaît une période de sécheresse sans précédent. Marcel Farba Maroun. Au Kenya, plusieurs terres agricoles sont la cible d'insectes ravageurs. Parmi elles, le comté de Trans-Nzoia, réputé comme l'un des greniers les plus importants du pays. Pour l'heure, il est préconisé l'utilisation de pesticides dans le cadre d'une campagne visant à éradiquer ce fléau. C'est le cas de cet agriculteur kényan, Elkanah Lunani, à qui il reste encore du chemin pour totalement éliminer ces chenilles. Cela fait 20 ans que je pratique l'agriculture et je n'ai jamais vu ce genre de ravage. C'est la première fois. Nous avons connu d'autres insectes destructeurs qui furent très faciles à repousser, mais ceux-là sont très difficiles à contrôler. Par exemple, sur 100 maïs plantés, environ 50% peuvent être détruits parce que l'infestation est assez élevée. L'invasion de ces insectes au Kenya arrive au moment le plus inopportun. Le pays souffre en effet d'une sécheresse sans précédent qui a touché près de 3 millions de personnes et qui pourrait s'accroître d'ici les 5 prochaines années. Selon le gouvernement kényan, des enquêtes sont menées et des pesticides plus efficaces seront distribués une fois les essais terminés. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de cibler et de faire une intervention sérieuse dans des secteurs où la semence est la mieux produite. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce programme dans le comté de Trans-Nzoia, parce que c'est la seule façon de sauver la production. Le maïs est la culture préférée de ces chenilles et c'est un élément essentiel chez nous. Originaire d'Amérique du Nord et du Sud, cette chenille dévastatrice se répand assez rapidement en Afrique et pourrait atteindre l'Asie et la Méditerranée au cours des prochaines années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.